Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode un peu spécial de l'Interview, un podcast dédié aux interviews d'actrices du livre. Moi, c'est Jonathan Lullier, auteur et graphiste indépendant spécialisé dans les romans, mais surtout hôte de ce podcast. Le mois des fiertés, qui a lieu tous les ans au mois de juin, est un mois important pour la communauté LGBTQIA+, dont je fais partie. Et j'ai toujours voulu y contribuer sans jamais vraiment y arriver. Mais cette année, j'ai mon podcast. Et j'ai donc décidé de mettre à l'honneur non pas une auteurice, mais bien plusieurs tout au long de ce mois. Tous les samedis, tu pourras donc retrouver un épisode de l'interview d'environ une demi-heure dans lequel se présenteront au moins 3 ou 4 auteuristes queer au travers d'une citation et de 5 questions. Je suis vraiment très heureux de te présenter ce podcast et j'aimerais dire un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté de participer avec autant de plaisir. Sur ce, il est temps que je laisse la place aux invités du jour. Extrait de Le garçon du bout du monde. Pour le petit contexte, c'est un passage historique, le roman étant un roman contemporain mais se déroulant globalement entre 1998 et 2013, donc relativement dans le passé, je le qualifie de historique contemporain. Esté, fait la voix de Martin qui bosse sur son ordinateur, me ramenant au moment présent. Je redresse la tête, quittant mon visionnage nostalgique des photos de notre dernier voyage pour lui lancer un regard interrogateur. Mon compagnon est assis à son propre bureau, devant son PC allumé, mais il a tourné son visage vers moi et il semble surexcité. Ses prunelles brillent intensément comme celles d'un enfant qui vient de déballer ses cadeaux de Noël. « Viens voir mon cœur, me dit-il, en me faisant signe de le rejoindre. Intrigué, je me lève pour m'asseoir sur ses genoux. Mes yeux dans les siens, je caresse sa joue et lui offre un sourire amoureux. « Qu'est-ce qui t'arrive, Kouyaska ? Tu as l'air survolté. » Le bras droit de Martin m'enlace. Le gauche se tend vers sa souris, qu'il fait bouger pour sortir son ordinateur de la veille dans laquelle il vient de tomber. « Tu vas l'être aussi, quand tu auras vu ça, affirme-t-il dans un rire troublé. Il semble ému, et joyeux à l'extrême. Curieux, je me tourne vers l'écran pour découvrir l'article du Monde qu'il est en train de lire. Yann vient de me l'envoyer, précise-t-il. Il fait remonter l'article jusqu'au titre, qui s'étale soudain devant mes yeux, me forçant à les écarquiller à l'extrême. Le mariage pour tous, définitivement adopté à l'Assemblée. Le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples du même sexe a été définitivement voté à l'Assemblée mardi. Le Monde, 23 avril 2013, à 17h05. Je reste figé devant l'écran, complètement stupéfait. Choqué même. Je suis tellement bouleversé que je n'arrive pas à y croire. Les bras de Martin se glissent le long de mes hanches, ses mains se posent sur mon ventre dans un câlin rempli d'émotion. « On a gagné !» souffle-t-il en appuyant ses lèvres contre ma nuque avec ferveur. « Esté, on a gagné !» Mes yeux se remplissent de larmes de bonheur. Me détournant de l'écran, je noue mes bras autour du cou de mon compagnon, riant et pleurant en même temps. Nous nous embrassons passionnément, tremblant un peu, débordant d'enthousiasme et d'euphorie. Nous avons attendu si longtemps. Nous nous sommes battus. Nous avons espéré. Nous y avons cru. Et enfin, nous venons d'acquérir un droit si simple, si logique, si naturel, que pourtant nous n'avions pas jusqu'à ce jour. Mes mains relâchent la nuque de mon compagnon, se posent sur ses joues alors que je crible ses lèvres de baisers humides et bouleversés. Martin me serre contre lui, avec autant de force que de tendresse, les larmes s'écoulant librement de ses yeux, à l'unisson avec les miennes. Quand enfin nous nous relâchons tout doucement, nos regards se croisent, brillants et remplis de complicité. Nos sourires se font écho, chargés d'émotion et d'amour. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Coucou, moi c'est Aurélie, artiste queer, mes pronoms c'est yel, elle, il, comme vous voulez. Et oui, je suis non-binaire. Je suis auteurice de romans, dessinatrice et bédéiste. La présentation pour moi c'est toujours quelque chose de difficile parce que j'aime pas beaucoup parler de moi, je préfère parler de mes œuvres, etc. Donc j'écris depuis longtemps, je suis publiée sur Amazon en auto-édition depuis 2012 il me semble, et je me suis mise au dessin il y a 3-4 ans de manière sérieuse. J'ai fait une bande dessinée, les tutos de So, qui sont des tutos queer abordant différents sujets LGBTQIA+, qui est paru également en auto-édition grâce à une collecte Ulule l'année dernière. Je suis également maman de 3 enfants. J'aime le sport, les activités artistiques, culturelles, le soleil et l'été. J'adore également danser, j'aime beaucoup chanter, même si je ne chante pas toujours très juste. J'ai fait l'école à la maison pour mes enfants, le petit dernier est encore d'ailleurs en instruction en famille.
Et je suis également végane, très engagée dans la cause LGBTQIA+, mais aussi l'écologie, ce genre de sujets qui me tiennent énormément à cœur. Voilà, j'en vais parler un petit peu plus de mes œuvres et de mon implication à travers cette petite interview. Merci à Jonathan pour cette proposition pour le mois des fiertés. Quelle est la place de la représentation LGBTQIA+ dans tes histoires? Alors, quelle est la place de la représentation LGBTQIA+ dans mes histoires? Je dirais qu'elle est principale. Bon, il faut savoir qu'à la base, mes premiers romans, c'était des romans fantasy avec des romances MF, assez classiques, mais j'ai toujours eu un axe assez engagé et notamment avec des personnages féminins très forts. Maintenant, j'écris que des romans LGBTQIA+, avec différentes problématiques, pas seulement LGBTQIA+, c'est vraiment des romans intersectionnels, on va dire, qui parlent aussi de handicap, avec des personnages racisés, même quand c'est centré par exemple sur des personnages masculins, des héros masculins, il y a très souvent des femmes fortes, alors pas forcément fortes dans le sens avec un fort caractère, elles peuvent être aussi très douces, mais qui sont importantes dans ces romans. On parlait purement de la représentation LGBTQIA+, donc dans toutes ces histoires, mes romances sont toutes queer, donc mes romans sont tous romancés, alors parfois, la romance n'est pas forcément principale. Il peut y avoir d'autres sujets. Je pense par exemple au roman fantasy, où il va y avoir une intrigue complexe, des combats, etc. Mais il y a toujours de la romance. Et très variée, puisque j'aime essayer de représenter toutes les lettres. Alors, pour le moment, il y a que le I. J'ai pas de personnage intersexe dans mes romans pour une très bonne raison, c'est que je ne me sens pas encore prête à aborder le sujet. J'ai besoin de plus de renseignements. Comme je le disais, j'aime que mes histoires soient réalistes. Pour que mes histoires soient réalistes, j'ai besoin de me renseigner beaucoup, mais pas seulement pour l'histoire. Ça dépend des sujets, évidemment. Si c'est quelque chose, on va dire, de ponctuel, je vais me renseigner pour l'histoire. Mais pour pouvoir vraiment rentrer dans la tête du personnage, me mettre à la place du personnage, j'ai besoin qu'il y ait un travail qui soit fait pendant des mois, voire des années. Et il y a des sujets comme celui de l'intersexuation. Pour l'instant, je ne me sens pas assez solide pour en parler. Je voudrais en parler le jour où je le ferai. J'aimerais le faire avec le plus de réalisme et le plus de justesse possible. Donc pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Maintenant, j'écris majoritairement de la romance entre hommes. J'écris beaucoup avec des personnages bi, enfin sur le spectre bi, des personnages pan, etc. J'aime représenter cette lettre parce que je trouve que on a souvent des romans où les personnages sont soit gays, soit hétéros. Moi, j'aime bien montrer l'entre-deux, montrer aussi des personnages qui sont bi et sortent aussi bien avec des femmes qu'avec des hommes ou avec des personnes non binaires. J'aime énormément aussi aborder, bien sûr, la transidentité. J'ai beaucoup de personnages non binaires également, ou en tout cas genderqueer. J'aime aussi parler d'asexualité, d'aromantisme. Et un de mes sujets favoris, c'est le polyamour. J'aime montrer le polyamour, mais dans des histoires variées. Je sais que quand on pense polyamour, on pense beaucoup au trouble. Pour moi, le trouble, c'est une minorité, on va dire, dans ce qu'est la réalité du polyamour, des relations polyamoureuses. Donc, j'en parle, mais j'aime aussi montrer d'autres façons d'aimer et déstigmatiser tout ça, montrer qu'il n'y a rien de mal à cela, montrer même que c'est beau, qu'on peut aimer vraiment de façon différente et que l'amour se démultiplie. Enfin, étant moi-même concernée par les sujets queer, j'aime les montrer, j'aime parler de mon expérience, parler des expériences des personnes que je connais qui m'ont confié aussi parfois leur expérience personnelle ou des petits trucs de leur vie, de leur façon de penser, etc. J'aime montrer un monde varié, aux 1000 couleurs, avec des personnages qui sont variés, que ce soit au niveau de leur personnalité, au niveau de leur façon d'aimer, au niveau de leurs identités. Je trouve que on a besoin de voir tout cela dans ce monde, on a besoin de le... Alors j'allais dire normaliser, en fait c'est pas vraiment normaliser, enfin je veux que ça devienne un sujet qui est qu'on puisse lire une romance entre deux hommes ou entre deux femmes, comme on peut lire une romance entre un homme et une femme, bien sûr, mais je veux pas amoindrir ces sujets-là non plus, parce que malheureusement à l'heure actuelle on a encore besoin de lutter, donc on a besoin de représentations fortes et pour moi engagées. Donc c'est ce que je veux faire à travers mes histoires, même si des fois j'ai des histoires qui sont très légères et où simplement les personnages vivent leur vie, c'est important aussi, bien évidemment.
ou des univers où c'est tout à fait normal, par exemple, d'être lesbienne, gay, bi, trans, etc. En fait, je veux visibiliser ces sujets-là, montrer que aimer une femme quand on est une femme, aimer un homme quand on est un homme, être une personne transgenre, non-binaire, c'est peut-être pas normal dans le sens où c'est pas la normalité de notre société, mais je voudrais justement que ça en fasse partie, que ça devienne des sujets qu'on a l'habitude de voir, et à travers la lecture, en se mettant à la place des personnages, en rentrant dans leur tête, en rentrant dans leur cœur, je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour pouvoir essayer de comprendre comment pensent, comment aiment, comment vivent d'autres personnes, que ce soit sur ces sujets-là ou sur n'importe quoi. C'est pareil avec le handicap, au final. Quand on est dans la tête d'un personnage qui est porteur de handicap, ça permet vraiment de se mettre à sa place. Et c'est pareil pour ces sujets LGBTQIA+. Et je trouve qu'à travers les romans, à travers mes œuvres, à travers les œuvres d'autres personnes, d'autres artistes queer engagés qui proposent aussi ce genre d'œuvres, ça permet de vraiment voir le monde différemment, s'ouvrir l'esprit, et ce sans de manière naturelle en fait, sans qu'on ait besoin forcément de faire de l'enseignement actif. C'est de l'enseignement d'une certaine manière, hein, je trouve, à travers ces histoires, à travers ces personnages qui sont réels, qui sont vibrants de vie, et à travers eux, on fait de l'enseignement, bien sûr, sur les sujets queer, sur les problématiques queer, puisque ça permet de parler de sujets comme le coming out, comme la queerphobie, les violences, etc. Donc ça permet tout ça, mais comme ça reste un roman, ça reste une histoire, c'est plus facile de se laisser entraîner, d'oublier, c'est pas un cours en fait, c'est pas un cours. Et pour moi, en tout cas, c'est ce que je cherche à faire à travers mes livres, d'offrir cette ouverture d'esprit, d'offrir ces informations à mes lectrices sans qu'ils aient l'impression d'être pris à partie ou d'être jugés ou quoi que ce soit. Quelle œuvre LGBTQIA+, aurait aidé le toi enfant à mieux se comprendre et se construire? Alors je sais pas, j'avais pensé à Appelez-moi Nathan, après c'est pas vraiment une bande dessinée pour les enfants. Après je pense que j'avais plus de soucis en tant qu'adolescent, adolescente que vraiment en tant qu'enfant. Ça va paraître peut-être égocentré, mais j'aimerais quand même citer ma propre bande dessinée, les tutos de Sceaux. Alors c'est très simple, pourquoi ? Parce que si j'ai créé ce support, c'est justement parce que je trouvais qu'il manquait un support de ce genre, des tutos explicatifs sur différents sujets, différentes problématiques LGBTQIA+. J'aurais aimé avoir ça quand j'avais 10-12 ans, j'aurais aimé avoir ça quand j'étais adolescente, j'aurais aimé qu'on en parle, etc. Maintenant donc si je vais citer un livre qui n'est pas le mien, je dirais donc la bande dessinée, très très bonne bande dessinée Appelez-moi Nathan, qui parle de transidentité. Il y a d'autres supports, mais globalement, je pense que les supports qui parlent de transidentité m'auraient beaucoup aidé plus jeune. Je pense aussi que les jeunes aujourd'hui ont une chance énorme à un niveau, c'est d'avoir autant de références d'artistes queer, de médias queer, de séries queer ou avec des personnages queer, et je pense que ça m'aurait beaucoup aidé d'avoir des séries comme Heartstopper, Sex Education, ou des dessins animés. Alors bon, c'est pas forcément pour les enfants. The Dragon Prince, si, c'est Le Prince des Dragons en français, pardon. Ça peut se regarder dès l'enfance. Avatar, Le Dernier Maître de l'Air, Avatar, La Légende de Korra. Bon, ça paraît peut-être pas forcément queer, il y a pas forcément de personnages gays, lesbiennes, etc. Mais ça reste des séries qui, pour moi, montrent des personnages féminins forts, avec plein de références quand même queer, et peut-être un petit peu plus matures, mais qui se regardent bien à l'adolescence aussi. Je pense à Dragon Age, qui est une série qui est super queer, donc un dessin animé également. Ce genre de références-là, ça m'aurait beaucoup aidé, et je pense que ça aide aujourd'hui beaucoup de jeunes. Quelle œuvre ou quelles œuvres LGBTQIA+, conseilles-tu systématiquement? Que je conseille systématiquement, il y en a pas vraiment, à part une, je vais faire ma relou, hein, désolée, mais il s'agit encore de ma propre BD, les tutos de Sceaux. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit, c'est une BD qui est faite sous forme de tutos, qui explicite les différents sujets LGBTQIA+, donc pour moi c'est un support génial. Si je l'ai fait, comme je disais, c'est parce que ça manquait et parce qu'il y a besoin d'un tel support qui permet aussi bien pour les personnes queer que pour les personnes, enfin l'entourage des personnes queer, les personnes qui veulent se renseigner, etc. C'est un super support. Voilà, je suis peut-être pas très objective, mais je pense que c'est un support qui vaut le détour, et c'est l'œuvre que je conseille systématiquement, ça c'est une évidence, même si je le fais souvent avec timidité parce que j'aime pas m'auto-vendre, mais bon.
En dehors de ça, je dirais que je conseille pas mal Heartstopper parce que c'est assez tout public, c'est très varié dans les problématiques. Il y a plusieurs supports puisqu'il y a la série, il y a la bande dessinée. Après, il y a plein de romans autour qui étudient différentes problématiques que j'ai pas lues, avec lesquelles j'accroche pas trop, mais je pense que c'est un univers qui est assez vaste et assez complet pour être cité comme une référence et je l'utilise régulièrement quand on me demande notamment quelque chose qui est un peu tout public. Voilà. Quelle auteurice queer recommandes-tu? Je citerai déjà l'auteur de ce podcast, Jonathan L'Huillier, qui est aussi auteur, qui a sorti des romans à quatre mains avec moi, mais qui va aussi sortir son premier roman, Magie, Sirène et Malédiction, qui sera peut-être sorti d'ici que le podcast soit posté, que j'ai eu la chance non seulement de bêta-lire, mais aussi de corriger, et qui vaut le détour. Je parlerai aussi de Jeanne Sélène, donc en tant qu'autrice, mais aussi en tant que maison édition, JS Sélène, puisque l'autrice est queer, la maison d'édition l'est aussi, extrêmement inclusive. En parlant de maison d'édition, il y a aussi IBI Édition, qui pour moi est une des rares maisons d'édition que je suis, et qui est queer, engagée, inclusive. Dans les auteurices de romans, je citerai Guillaume Guégan, Axel et Evan aussi. Et ensuite, c'est plutôt des auteurices de bande dessinée ou de supports dessinés avec le transcripteur Bakarasu Frozen Garden et les éditions des Trois Canards qui sont des éditions queer de par chez moi, qui sont aussi des amis. Pourquoi devrions-nous te lire? Pourquoi vous devriez me lire? Je sais pas, parce que mes livres sont géniaux, ou génialos, comme dirait ma fille. Non, plus sérieusement, pour tellement de raisons, je pense. D'abord parce que je suis un auteurice concernée et engagée. Je fais beaucoup de on voice, même si je ne fais pas que ça. En tous les cas, quand je fais pas du on voice, j'essaye toujours de trouver des relectrices sensibles qui connaissent les sujets, même quand d'ailleurs c'est des sujets qui me concernent, puisque j'ai ma propre expérience, mais j'ai pas l'expérience ultime, donc c'est aussi ce que je raconte à travers mes romans, l'expérience de personnes, de personnages. J'essaye de parler de vécu, d'utiliser soit mon propre vécu, soit le vécu d'autres personnes, en tout cas des expériences réelles. Ensuite, parce que ce que j'écris, ce sont des belles histoires remplies d'amour, mais aussi d'espoir, et que ce sont aussi des histoires réalistes. Je mets vraiment un point d'honneur à ce que toutes mes histoires, même les plus légères, même les plus drôles, soient réalistes, soient tirées, comme je vous le disais, d'expériences, le plus possible d'expériences qui sont vraies à travers des témoignages, etc. Mais aussi parce que je parle de sujets actuels. Alors je parlais d'histoire, mais évidemment, tout à l'heure je parlais de ma bande dessinée. Donc que ce soit à travers mes romans où j'emploie des thématiques actuelles, voilà, qui touchent les minorités, mais aussi à travers donc ma BD, c'est aussi l'idée. Ensuite, parce que je parle de sujets dont on parle peu. Pour n'en citer que quelques-uns, je dirais le handicap, le polyamour, la transidentité, la non-binarité, et parfois aussi des sujets marginaux qui sont pas forcément pour tout le monde. Je suis quand même un auteurice tout-terrain, donc j'ose aller dans des choses qui sont moins, qui touchent parfois moins de monde, qui sont plus délicates à aborder. J'essaye toujours de le faire avec sérieux, avec réalisme, avec bienveillance et avec respect. Même quand certains sujets peuvent paraître polémiques, on va dire, j'essaye toujours d'aller chercher quelque chose qui est juste et pas d'aller dans du fantasme. C'est pas du tout mon but. Ensuite, je dirais que dans mes bouquins, il y a toujours de l'humour, même si parfois ce sont des textes avec beaucoup de drame, mais globalement, il y a toujours des petites touches d'humour avec des personnages, des répliques, etc. Ensuite, que ce soit à travers ma BD, à travers mes romans, à travers tous mes supports, y compris sur les réseaux sociaux d'ailleurs. J'essaye de faire de l'éducation et j'essaye de le faire sans qu'on s'en rende compte. L'idée, c'est pas d'être relou et de tabasser à travers mes romans ou à travers mes histoires pour faire rentrer l'information, non. L'idée, c'est vraiment de proposer à travers justement les vécus d'autres personnages. C'est aussi le principe de ma bande dessinée qui part de personnages qui vont expliquer les différentes problématiques à travers en partie leur vécu. Donc de faire cette éducation sur la lutte contre les préjugés, sur la communication. J'aime beaucoup parler de communication. Je trouve qu'on communique très mal dans ce monde. On a des outils merveilleux, mais on les utilise très peu. C'est le problème de beaucoup de couples, c'est le problème de beaucoup d'amis, c'est le problème de beaucoup d'associations. Je pense que c'est un des problèmes de notre monde, la communication. J'essaye d'en parler, j'essaye de donner des clés sur comment mieux communiquer à travers mes romans, à travers beaucoup de bienveillance, de respect entre les personnages. C'est pas toujours le cas parce que, comme je disais, comme ce sont des histoires qui se veulent réalistes, évidemment, il y a aussi des
connards des fois. Et puis il y a aussi des personnages qui réfléchissent pas avant de parler, qui disent des bêtises, qui ont des préjugés, etc. Donc c'est aussi des façons d'amener les lectrices à se remettre eux-mêmes en question, mais sans leur forcer la main, c'est pas le but. Le but de mes romans, ça reste quand même de passer un bon moment. Je fais aussi beaucoup d'éducation à la protection. C'est un sujet, la protection sexuelle, c'est un sujet qui est très très important pour moi. Donc parler des préservatifs, donc de sexe protégé, parler des IST, etc. Le faire aussi avec bienveillance et sans stigmatiser personne. Enfin, je dirais que je me renseigne énormément sur tous mes sujets, y compris ceux qui me concernent, parce que comme je vous le disais, j'ai mon propre vécu. Je suis pas l'exemple ultime de ce que va être une problématique. On va dire par exemple, je suis fibromyalgique. Je représente pas toutes les personnes fibromyalgiques. Je représente pas le handicap de la fibromyalgie à moi toute seule. Donc malgré tout, je fais des recherches, même sur les sujets qui me concernent, et ce avec beaucoup de sérieux. Comme je le disais, j'aime bien que mes romans soient très réalistes, donc je veux vraiment aller dans le détail de ce qui va être réaliste et éviter les bugs, ça arrive tout le temps. J'essaye d'utiliser des relectrices sensibles, de faire appel à mes bêta-lectrices ou d'essayer sur certains sujets d'aller poser des questions sur les réseaux sociaux quand je connais pas bien pour avoir plus de certitude, pour avoir des informations, etc. Et puis pour finir, je dirais qu'il faut lire mes romans parce que j'y mets tout mon cœur. J'aime écrire, j'aime poser des mots, poser des histoires, laisser vivre mes personnages, j'aime aussi énormément partager, j'aime vous faire rêver, j'aime vous faire pleurer, vous faire rire, et ça c'est vraiment quelque chose que je suis tellement heureuse de pouvoir faire, et pour ces raisons-là, je dirais que foncez, lisez-moi. Et en tout cas, je suis toujours ouverte au débat, à la communication, c'est-à-dire que si vous lisez mes romans, que vous avez envie de venir m'en parler, que ce soit en positif ou en négatif, bon, je vous demanderai évidemment de le faire avec respect et bienveillance, parce que c'est jamais agréable de recevoir des critiques sur ces romans, mais j'aime bien aussi communiquer avec des personnes qui ont moins aimé quelque chose dans mes romans, etc. Progresser, aller chercher, aller comprendre, aller partager autour de ça, aller partager autour des expériences de chacun. J'en profite pour vous parler de ma collecte participative qui se déroule sur Ulule jusqu'au 16 juin, donc qui est bientôt terminée si vous voulez aller jeter un œil. C'est une collecte qui se centre sur plusieurs projets, notamment la réédition d'une trilogie de romans queer, Before You, qui est une romance mettant en scène Armando, un jeune homme qui a une vie parfaite, qui se croit hétéro et qui réalise qu'il a des sentiments pour un autre jeune homme, Chris. Voilà, c'est une romance qui peut se lire, le tome 1 en fait peut se lire séparément, donc il est en vente sur la collecte tout seul, ou alors la trilogie, donc les 2 tomes suivants font suite, sont centrés sur les mêmes personnages, donc Chris et Armando, les 2 héros. C'est aussi une histoire qui parle d'une bande de potes, tous queer, avec chacun leurs problématiques, etc. Donc les romans sont disponibles, donc comme je disais, soit le tome 1 seul en papier, soit la trilogie en papier, avec ou sans goodies, avec ou sans autres livres, et également l'intégrale numérique à petit prix, si vous n'avez pas un gros budget et que vous avez envie de soutenir quand même le projet. Le second axe de la collecte, c'est un fanbook, donc comme je vous disais, j'écris des romans, mais je suis aussi dessinatrice, et j'ai réalisé donc un projet qui est en cours de création. Donc un fanbook, c'est quoi? C'est un livre de fans, littéralement. Et là, c'est un livre donc illustré qui se centre sur les personnages de Before You et de la suite, puisque c'est un univers assez vaste que j'appelle la saga d'Egon, qui met en scène différents personnages, tous queer, avec des problématiques assez variées, qui parlent aussi de transidentité, de handicap, etc. Et donc ce fanbook rassemble un peu tous ces personnages, et sous forme de fiches personnages, sous forme de jeux, sous forme d'informations utiles et inutiles autour des personnages, autour de l'univers, donc qui se passe, le roman, enfin Before You se passe majoritairement à Lyon, mais aussi au Danemark, puisque Chris est danois, et donc il y aura aussi des dessins, des illustrations des personnages, des dessins des lieux clés, etc. Donc ça, c'est le fanbook, qui est un des projets centraux de la collecte. Et ensuite, je vous parlais tout à l'heure de ma bande dessinée Les Tutos de So, donc qui est une BD sous forme de tuto LGBTQIA+, donc qui parle de ces différents sujets, différentes problématiques, de manière explicative et ludique. Et donc la BD est aussi accessible sur la collecte, ainsi que différents goodies, donc
donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur la collecte participative sur Ulule jusqu'au 16 juin. Extrait de Dark Cupidon, le premier chapitre. Je pensais qu'il était clair pour tout le monde que l'amour n'est pas fait pour toi, Cupidon. Il serait temps de cesser ta crise d'engelescence et de grandir un peu. Son regard gris me détaille de la tête aux pieds, ce qui est assez rapide puisque je fais quoi 70 centimètres Tandis qu'un ricanement lui râpe la gorge façon crécelle ratée. Enfin, quand je dis grandir, façon de parler, on sait bien que tu resteras un chérubin à fesses rebondies ad vitam aeternam. Pas comme si c'était mon choix. Et entre nous, Cupidon, reprend Gabriel d'une voix doucereuse, aucun ange saint d'esprit ne voudrait d'une espèce d'angelot potelé. À présent, tu peux disposer. Et n'oublie pas d'aller voir Uriel pour récupérer ton nouvel arc et tes flèches. D'un geste suffisant, elle me congédie, comme si je n'étais qu'un sous-fifre, un être sans importance. Depuis des milliers d'années, je saupoudre la terre d'amour. Je veille sur les amoureux, sur leurs histoires. Je délie les couples qui ont déçu les archanges sans poser de questions. Je suis également derrière la majorité des amourettes célestes. J'entretiens la flamme entre les anges, je fournis la précieuse, l'inestimable poudre cupidisiaque, une poudre dont le don du moindre grain doit être approuvé et validé par l'Arc-en-Ciel. Je paye de ma personne pour la fabriquer, à la sueur de mon front et aux plumes de mes ailes, littéralement. Et Gabrielle, cette peau de bouc me chasse de la main comme une vieille chasse un cabot qui pisse dans ses fleurs? N'a-t-elle donc aucune considération pour moi? Oh, et tu me changeras cet horrible pyjama gris avant que je ne te colle un blâme. Tu ressembles à un paillasson. Même si c'est du plus bel effet dans le taudis qui te sert de maison, c'est inacceptable. De toute évidence, non. Aucune. Je ravale de justesse une remarque insolente avant de tenter une dernière fois de la faire plier. Après tout, ma situation n'est pas si différente de la sienne. Gabriel, s'il te plaît, tu sais ce que ça fait de vivre sous le coup d'un interdit? Ne compare pas l'obligation de chasteté des archanges à ta condition. Toi, tu dois te concentrer sur ta tâche. Tu es un être frivole et avec une cervelle bien trop petite pour gérer plusieurs situations en même temps. Te permettre d'aimer, c'est mettre ta mission en péril. Et tu connais l'importance de ta mission. Mais c'est non négociable. Pas de sexe, pas de sentiments. Maintenant, soit tu sors de mon bureau de ton plein gré, soit j'appelle l'angécurité. Est-ce que tu pourrais te présenter? Je suis Cara Zakiel, auteure de romans et de nouvelles queer. J'ai 4 trolls à la maison que j'essaie d'élever avec mon compagnon et je me laisse très souvent embarquer par les jeux vidéo sur ordinateur ou sur la Switch. Je suis très très fan de la Switch en ce moment. Je joue beaucoup à Zelda, Dragon Quest, Xenoblade, ce genre de jeux. Je suis aussi fan d'un groupe de K-pop que j'adore et je dévorais énormément de livres avant de me mettre à écrire. Quelle est la place de la représentation LGBTQIA+ dans tes histoires? Alors la représentation LGBTQIA+, il y a une grande place dans mes romans, c'est la place principale, même il y en a dans tous les romans que j'écris. La diversité en général, elle me semble importante, mais c'est le côté queer qui me touche le plus personnellement, moi et mes enfants d'ailleurs. J'écris les livres que j'aurais aimé lire ado, on va pas se mentir. Mes personnages principaux sont toujours queer, il y en a aussi dans les personnages secondaires, mais les principaux le sont toujours, et même si l'intrigue ne tourne pas forcément autour de problématiques LGBTQIA+. Quelle œuvre LGBTQIA+ aurait aidé le toi enfant à mieux se comprendre et se construire? La BD Bichon, c'est une BD qui est toute mignonne et qui montre en douceur qu'être amoureux de quelqu'un du même genre que soi, c'est ok, il n'y a aucun souci, c'est normal. Et cette BD, elle montre aussi qu'on peut aimer les jouets et les jeux qu'on veut, qu'il n'y a pas de genre aux jouets ni aux jeux. Et mes enfants, ils adorent aussi cette BD, ils la relisent régulièrement et c'est un des meilleurs achats que j'ai fait pour eux, je trouve. Quelle œuvre ou quelles œuvres LGBTQIA+ conseilles-tu systématiquement? Alors la BD Bichon, dont je viens de parler, parce que toute la famille a eu un coup de cœur pour Sacha, le héros, et que, comme je l'ai dit, cette BD, elle est vraiment très très bien pour la tolérance, pour ce genre de choses. Et je conseille aussi Au-delà du matin de Tatiana Dublin, qui est à écouter sur Spotify, Deezer, Amazon Music ou autre. C'est une romance historique qui est courte, c'est une nouvelle et elle est vraiment magnifique. J'ai eu un gros coup de cœur dessus, c'est très bien écrit, c'est très beau. C'est parti pour un extrait d'Écrit à mon cœur. Pour remettre les choses dans le contexte, c'est un passage en fait de discussion entre mon héros, enfin l'un de mes 2 héros, Tyler, et sa maman. Pour remettre les choses dans le contexte, Tyler a fait son coming out il y a à peu près 6 mois. Seulement, entre lui et sa mère, c'est un peu tabou en fait. Dès qu'il aborde le sujet, elle dévie la conversation. Voilà, elle veut pas en parler, elle masque un peu ça. Donc voilà, voici l'extrait. Austin et moi devons nous voir lorsqu'il quitte le travail. Je suis en train de faire les 100 pas dans toute la maison, mon angoisse marchant dans mon sillage. Forcément, elle pouvait pas me ficher la paix celle-là dans un moment pareil. Je n'arrête pas d'afficher l'heure sur mon téléphone, attendant un message d'Austin pour sortir de chez moi.
Tu sais que tu vas finir par user la moquette du salon, me taquine ma mère depuis la cuisine. Je la rejoins, elle est installée à la petite table en train d'éplucher des légumes pour le repas de ce soir. Tu attends quelqu'un me demande-t-elle lorsque j'arrive à sa hauteur. Oui, Anna, rétorquai-je du tac au tac. Pourquoi je lui mens? J'en sais rien. Sûrement qu'à mon homosexualité est un sujet tabou avec ma mère. Je crois qu'elle n'accepte toujours pas. On n'a jamais reparlé après mon coming out, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Tu t'es fait beau pour Anna, me sourit-elle. Je baisse les yeux, me faire mes vêtements. Oui, je me suis changé, mais j'ai mis des habits que je porte souvent. Un simple jean noir slim avec un t-shirt colvé bleu ciel. Bon, je me suis bien coiffé et parfumé aussi. Il fallait que je sois présentable pour lui. Pas de plan sur la comète taille, ce mec est en couple, me dis-je. Ah oui, je... Maman sourit de plus blé. C'est fou les ados. Vous pensez toujours que les parents sont à la ramasse et qu'ils ne comprennent jamais rien. J'ai eu 17 ans moi aussi, tu sais. Je sais comment ça fonctionne. Je m'appuie au chambranle de la porte. Et donc... Et donc, je sais ce que c'est quand on attend impatiemment rendez-vous. Ok, donc on va aborder le sujet alors. T'as pas besoin de mentir quand tu vas voir une fille. Et bim. Voilà, c'était pourtant si bien parti. Quoi dire? Me remettre à lui raconter des bobards et lui dire que oui, une fille m'attend, ou être honnête. Non, je ne vais pas lui mentir. Je n'ai pas fait tout ce cheminement pour rien. Et une fois de plus, je n'ai aucune honte à avoir. Elle ne l'accepte pas? Eh bien, tant pis pour elle. Maman, j'ai rendez-vous, mais c'est un garçon. J'ai dit ça en y mettant toute la douceur que j'ai pu. Je pensais que j'allais balancer comme ça cash, mais non. Ma mère se lève, prend les courgettes épluchées et les rince sous un filet d'eau à l'évier, me tournant le dos. Bien sûr, mon chéri, Elle coupe l'eau, pose les courgettes dans la passoire et se tait un instant appuyée à l'évier. Maman, tu sais, il va falloir que tu l'acceptes, dis-je en faisant un pas. Elle baisse la tête puis la relève, dégageant une mèche de son visage. Je sais. C'est toujours moi, soufflai-je en m'approchant d'elle. Elle se tourne vers moi. Bien sûr, je le sais, mon cœur. Pardon, je voulais pas te mettre dans l'embarras. Alors, pourquoi on n'en parle jamais? Ça va faire 6 mois bientôt que j'ai fait mon coming out. Un instant de pause nous voile, tous les deux, puis, d'une simple réponse, elle me prend dans ses bras. Je reste pantois un moment, ne sachant comment réagir. On n'est pas du genre à démonstratif avec ma mère. Mais je passe mes bras autour de sa taille et je prends conscience à quel point elle est petite. Ou peut-être parce que j'ai grandi. J'inspire son odeur rassurante, un mélange de lessive, de rose et de crème hydratante. Et dès lors, je retourne à mes 5 ans où rien ne pouvait m'arriver en sécurité dans ses bras. Laisse-moi le temps, d'accord? Je me dégage d'elle et prends conscience que des larmes lui sont montées aux yeux. Je ne peux pas lui avouer que j'aurais voulu qu'elle m'accepte tout de suite, ce serait trop cruel vu son expression. D'accord, maman. Est-ce que tu pourrais te présenter? Donc je m'appelle Thibaut Benetou, je suis girondin de naissance, mais lorrain d'adoption depuis 2 ans maintenant. Le temps passe, c'est fou. J'écris des romans young adultes. Voilà, c'est un thème commun à tous mes romans car c'est un genre que je dévore et que j'adore. Voilà, donc des thèmes assez variés. J'ai écrit et publié 4 romans pour le moment. Juste ton nom qui est un drame, young adulte. Au-delà du miroir qui est une revisite de La Petite Sirène qui est mon conte préféré. Voilà. Sous ton envoûtement, un roman LGBT mêlant romance et fantastique avec des sirènes. Et puis Écrit à mon cœur qui doit sortir le 10 juin. Voilà, donc c'est pour bientôt. Voilà, sinon j'ai abordé plein de thèmes différents. Je suis assez touche à tout. Voilà. Donc voilà pour cette petite présentation rapide. Quelle est la place de la représentation LGBTQIA+ dans tes histoires? Eh bien, importante. Importante dans le sens où sur 4 romans publiés, il n'y a qu'un seul roman où je n'ai pas abordé ce thème, qui est Au-delà du miroir. Voilà, même si c'est secondaire, j'aime aborder cette thématique. Par exemple, dans Juste ton ombre, c'est pas le thème principal du roman, mais avec le personnage d'Antoine, voilà, j'ai voulu apporter cette petite touche. Ouais, je crois qu'à l'heure actuelle, même si les choses évoluent dans le bon sens, on n'en parle pas assez. Voilà, donc c'est hyper important de se diversifier. Et à l'avenir, je compte encore plus me diversifier parce qu'il y a des thèmes que bah voilà, je n'ai jamais abordés encore. J'évolue, hein. Mon premier roman, je l'ai écrit, j'avais à peine 22 ans, donc voilà. J'évolue avec l'âge et voilà, donc c'est pas fini. Il y a encore beaucoup de thèmes à aborder à ce niveau-là. Quelle œuvre LGBTQIA+ aurait aidé le toi enfant à mieux se comprendre et se construire? Alors déjà, il y en a une qui m'a énormément aidé, c'est Buffy contre les vampires. Voilà, avec le couple de Willow et Tara. Déjà, il faut savoir que cette série-là est la première série télé à avoir abordé le thème de l'homosexualité sur petit écran. Et le couple de Willow et Tara m'a forgé. Tout simplement, c'est un couple
l'un des plus beaux couples de séries ou de films tout confondu. Voilà, donc déjà, Buffy m'a énormément aidé. Et dans les œuvres actuelles que je n'ai pas eu de chance de voir plus tôt, je pense à Heartstopper, qui est une série magistrale. Même les livres sont géniaux, ça apporte une image très positive, très bienveillante. La romance est juste géniale. C'est très mignon, très doux, très... Voilà. Il y a aussi les films Love Simon et Love Victor, enfin films et séries, voilà, qui sont aussi tout aussi bienveillants et positifs. Ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. Moi qui ai passé mon enfance et mon adolescence dans les années 2000, franchement, on aurait aimé avoir ce genre de support plus tôt. Vraiment. Quelle œuvre ou quelles œuvres LGBTQIA+ conseilles-tu systématiquement? Alors, j'en conseille pas vraiment, proprement dit. Après, bon, je dois l'avouer, les gars, Buffy. Regardez Buffy, c'est la base de beaucoup de choses, mine de rien, parce que Buffy a ouvert la porte à beaucoup, beaucoup de supports. Donc Buffy, même si c'est pas le thème central, on s'en fiche. Il y a aussi le film Le secret de Brokeback Mountain, qui est magnifique, vraiment. Puis les œuvres que j'ai citées précédemment, Heartstopper, Love Simon, Love Victor. The Mortal Instrument aussi, avec le couple de Alec et Magnus qui est magistral. Et du coup, la série TV dérivée Shadowhunters. Voilà, je pense que ça fait déjà une bonne base, hein. Quelle auteurice queer recommandes-tu? Alors, je vais juste un petit peu nuancer. Alors, j'aime pas forcément qu'on accroche l'étiquette queer sur une personne. Parce qu'on le sait tous, hein, si vous écoutez ce podcast, si vous êtes bien placé pour le savoir, une fois que l'étiquette est collée, on n'arrive pas à la retirer. Alors, c'est positif parce que oui, ça fait du bien, parce qu'on apporte une petite pierre à l'édifice et voilà, ça fait plaisir. Mais c'est un côté négatif parce qu'après retirer l'étiquette, on n'y arrive pas. On est un peu emprisonné dans un rôle ou dans un domaine. Et moi, je vois pour mes romans, j'aime toucher à tout. Je n'aime pas me cantonner à un seul genre, en fait, tout simplement. Donc je vais plutôt dire des auteurs qui ont apporté une petite pierre à l'édifice. Alors il y a Dan Silvera que j'aime énormément. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai lu tous ses romans que j'ai tous adorés d'ailleurs. Robbie Couch aussi, qui est un tout jeune auteur je crois qu'il publie depuis 2 3 ans à tout casser. J'ai dévoré tous ses romans, ils sont géniaux. Il y a ça, je pense à l'auteur de Love Simon, forcément. Alors j'ai oublié son nom. Becky Albertalli, je crois. Je crois que c'est ça, si j'écorche pas. Donc voilà, ça fait déjà une bonne petite base, ça fait 3. J'avoue que je lis pas forcément les auteurs pour ça. Je lis beaucoup de romans LGBT, mais pas forcément les auteurs. Désolé. Pourquoi devrions-nous te lire? Bonne question. Bonne question, j'avoue que je sais pas trop comment y répondre. Bah écoutez, je vais dire, si vous aimez les univers young adultes, les univers magiques, légers aussi, à l'inspiration Disney, parce que c'est bien présent dans mes romans, avec des thématiques assez fortes quand même, bah voilà, je pense que vous avez coché toutes les cases. Ouais, voilà, c'est vrai que j'ai un peu de mal à me dire pourquoi moi et pas un autre, il y a tellement d'auteurs, tellement d'univers à découvrir. Je pense qu'il faut découvrir tout le monde, laisser la chance à tout le monde. Voilà, tout simplement. En tout cas, je remercie vraiment Jonathan pour cette interview. Ça m'a fait énormément plaisir d'y prendre part. Merci beaucoup et merci à vous de m'avoir écouté. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de l'interview. J'espère qu'il t'a plu. Sens-toi libre de le partager autour de toi. Ne te gêne pas non plus pour faire la pub de tes auteurices et de tes fictions queer préférées un peu partout, qu'on inonde les réseaux de représentation LGBTQIA+. Encore un grand merci aux auteuristes qui ont répondu à mon appel. N'hésite pas à aller découvrir leur travail, leurs liens sont en description. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prends soin de toi.